Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents, merci de votre patience et à la régie pour le petit calage technique. J'ai l'immense plaisir et honneur d'intervenir avec vous aujourd'hui sur un sujet passionnant autour de la supply chain et je l'ai intitulé « Comprendre, optimiser et anticiper ». Alors, quand je l'ai préparé, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants comme coach qui m'ont dit deux choses. La première, papa, explique-moi ce qu'est l'IA dans la supply chain. J'ai dit, ça tombe bien, c'est le titre. Mais là où je ne les ai pas vus venir, c'est quand on a eu le débat à table, me dire concrètement, c'est quoi l'IA pour les industriels? Et là, ça est devenu un peu plus compliqué, parce qu'ils ont 14 et 16 ans, ils sont à fond sur Internet, ils passent leur temps à chercher et ils savent. Eux, ils savent, nous, on ne sait pas. La deuxième chose, ce sont mes clients qui me les rappellent tous les jours, c'est les cas d'usage. L'IA dans la supply chain, il faut être concret. On est là pour avancer, pour faire avancer le business, pour l'optimiser, pour répondre aux clients, améliorer la satisfaction et développer un avantage compétitif. Donc c'était la deuxième chose que je voulais, sur laquelle échanger avec vous aujourd'hui. Et la troisième, c'est d'éviter mon travers d'être trop professoral et d'essayer d'avoir un langage opérationnel, d'avoir un véritable échange avec vous et de vous laisser poser vos questions pour qu'on puisse en tirer un maximum de retours pour vous et pour nous, puisque c'est à travers l'échange qu'on se rend plus fort sur ces sujets-là. Donc voilà mon objectif pour la petite heure qu'on va passer ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et nous sommes partis. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'évolution de la supply chain depuis 25 ans. Pourquoi 25 ans? Parce que c'est à peu près le temps que j'ai passé à conseiller les entreprises sur l'évolution des opérations dans les différentes industries. La raison pour laquelle je vous l'ai mis aujourd'hui, c'est que si on peut voir aujourd'hui des grandes plateformes automatisées, interconnectées, que l'on peut voir des circuits de supply chain internationaux avec du pilotage temps réel, que l'on peut voir des centres d'automatisation avec des AMR qui sont orchestrés automatiquement et pilotés non plus par l'homme parce que ça va trop vite, mais par la machine, c'est parce que l'on a fait deux choses. D'abord, on a modernisé les systèmes d'information et on a digitalisé tous les flux. Et c'est ce qui a permis cette nouvelle révolution que je pense industrielle, qui est l'art, c'est ce que l'on écrit dans les livres et ce qu'on voit dans les livres, les systèmes cyberphysiques. Aujourd'hui, le monde digital et le monde physique est complètement interconnecté et s'il y a bien une industrie dans laquelle on le voit tous les jours, c'est le transport, c'est la logistique, c'est la distribution. Et ça, c'est pour moi la nouvelle révolution industrielle dans le monde et dans l'industrie du transport. Une fois que l'on a dit ça, c'est bien d'avoir digitalisé les flux, mais encore faut-il aujourd'hui faire autre chose, c'est rendre les décisions intelligentes. Pourquoi rendre les décisions intelligentes? Parce qu'on est aujourd'hui face à une volatilité qui est de plus en plus importante et vous le voyez tous les jours dans vos entreprises. La volatilité, c'est une chose, mais le fait, si vous le couplez à de la connectivité temps réel entre les acteurs, entre les systèmes, vos prises de décision deviennent beaucoup plus exposées et importantes. La réponse aux questions qu'on se pose aura un impact immédiat et long terme. C'est pour ça que l'importance, et pour moi le challenge de l'IA aujourd'hui dans la supply chain, c'est de rendre la capacité des organisations à répondre de façon éclairée sur le temps court, mais également sur le temps long. Et pourquoi aujourd'hui c'est important pour le secteur du transport et de la logistique? Deux choses. La logistique, aujourd'hui, quand on discute avec les responsables en entreprise, ce n'est pas juste un moyen, c'est devenu un véritable avantage compétitif et c'est dans des sujets de direction générale. Pourquoi? Parce qu'elle est la clé de voûte de la compétitivité des offres, elle est la clé de voûte de la satisfaction client et de la capacité à individualiser des réponses aux clients avec du volume. Donc aujourd'hui, une entreprise qui maîtrise sa supply chain ou qui maîtrise l'aval de sa distribution a un réel avantage par rapport aux autres acteurs sur son marché. Idem avec l'amont, avec ses approvisionnements. Vous maîtrisez vos circuits d'approvisionnement, votre relation avec vos fournisseurs, vous réduisez vos aléas, vous réduisez le coût de vos produits, vous maintenez votre compétitivité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est plus que jamais important de parler d'IA dans la supply chain. Ce sujet, il est également important pour le Maroc.
pour deux raisons. La première, et je l'ai encore constaté depuis 2 jours en regardant ce salon, le Maroc a pris un véritable tournant d'accélération de son industrialisation en tant que tissu industriel, mais également sur toute l'activité du transport et de la logistique. Je ne vais pas vous citer tous les exemples que l'on a dans les stands, mais quand on voit les réalisations de Tangemed, ce matin, Portnet était encore un très très bon exemple, et les discussions que l'on a eues autour du commerce extérieur étaient également, je dirais, une démonstration de ce virage qu'a pris le Maroc sur son industrialisation, son positionnement comme un hub international. Et maintenant, il faut capitaliser sur ces développements industriels et en faire un avantage compétitif. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est la digitalisation au Maroc. Elle est là. Alors, certes, on ne la voit pas encore partout, mais c'est quelque chose qui est lancé et qui s'accélère. 2 exemples, la feuille de route 2030 de l'industrie du transport, elle est là. J'ai croisé la MDL tout à l'heure sur leur stand. C'est une réalisation tangible de cette feuille de route, mêlant le physique, la modernisation des infrastructures et le digital, les cybersystèmes physiques dont je vous parlais tout à l'heure. Le Maroc a pris ce virage. Un chiffre, moi, qui m'a paru colossal, le budget du ministère des Transports et de la Logistique, c'est 13 milliards de dirhams. Je crois qu'il y en a 7 de mémoire qui ont été fléchés pour le développement des infrastructures dans le monde du transport et de la logistique. Dans ces 7 milliards, il y a une part probablement non négligeable pour la digitalisation et la supply chain. Et donc l'IA dans la supply chain. Voilà pour moi, en quelques mots, pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui et de l'importance de ce sujet. Si je regarde, je ne les chiffre que pour la France, c'est un sujet qui anime les passions, les foules. Pourtant, si on regarde en France aujourd'hui, en 2025, 85% des entreprises du transport et de la logistique ne tirent pas bénéfice de l'IA dans la supply chain. Autrement dit, elles ne développent pas leur avantage compétitif sur le marché qui se tend avec des circuits de plus en plus courts, avec une pression sur la compétitivité et sur les prix, et une demande croissante d'individualisation et de satisfaction client. Je trouve que c'est un peu dommage, d'autant plus que si on regarde bien, aujourd'hui, les bénéfices se démontrent de plus en plus. Quand on regarde un cran plus loin derrière ce chiffre de 15% de gens qui l'utilisent, on voit que la pénétration dans tout ce qui est fonction support et administrative, y compris dans les opérations, elle est à plus de 65%. Donc, si je le traduis avec des mots de tous les jours, toutes vos applications bureautiques aujourd'hui sont boostées, et vos activités administratives sont boostées avec de l'IA, notamment de l'IA générative. Et on reviendra dessus tout à l'heure. L'autre sujet important, c'est que le deuxième cas d'usage ou le deuxième environnement de cas d'usage qui est spontanément donné par les industriels en France aujourd'hui, c'est le transport et la distribution. Donc le transport amont-aval et la distribution. Arrive un peu plus loin tout ce qui est la gestion des réceptions de marchandises et des expéditions, et tout en bas du classement, les prévisions de la demande. Ce que je trouve un peu dommage compte tenu du gisement qu'il y a derrière. C'est pas étonnant que la distribution, la gestion de la prévision de la demande se trouve en fin de peloton. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet éminemment complexe, mais je vais me permettre d'y revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Donc les gains sont là, la question c'est comment on y va. Mais avant d'aller voir un peu ces cas d'usage un peu plus en détail, je voudrais qu'on prenne 1 minute pour se dire ensemble qu'est-ce que l'IA pour vous. Et c'est ce que j'ai testé auprès de mes enfants. La première chose, l'IA, elle sert, si je le dis avec mes mots, à comprendre le réel. C'est-à-dire, elle va chercher à le modéliser, elle va chercher à traduire le réel sous format mathématique et d'être capable de vous démontrer qu'on est capable de le reproduire. Donc on utilise les données historiques, on crée une modélisation, du profilage, et on s'assure que ce que la machine simule, c'est ce que l'on a déjà vécu. Pourquoi c'est important de faire ça ? Ça développe 2 capacités. La première, à extraire les données du vivant et à les passer sous format digital et qu'elles soient exploitables. Je l'en ai entendu parler ce matin, l'importance de la qualité de la donnée est au cœur des discussions sur l'ensemble des stands. Le deuxième, c'est que c'est un fondamental pour aller faire les étapes suivantes que sont la prescription et la prédiction.
La prescription, c'est répondre à la question du comment. C'est-à-dire comment j'optimise mon vivant. Et ça, c'est ce que fait le prescriptif. Donc je vais être capable de définir une tendance sur la base du passé, je vais être capable de dire, voilà de façon tendancielle ce qui va se passer dans le futur. Je vais pouvoir aussi déterminer mes aléas, ce qui sort de mes bornes de ce que je considère normal. Et ça, c'est ce que fait l'IA de façon, je dirais, classique. Une fois qu'on est capable de comprendre le comment le vivant évolue dans le futur, donc c'est la prescription, on va pouvoir partir sur de la prédiction. Alors le prédictif, ce n'est pas Star Wars, ce n'est pas une boule de cristal. L'enjeu, il est de dire quoi et quand. De dire qu'est-ce que je dois modifier dans mes décisions, dans mes choix d'investissement, que ce soit de l'OPEX ou du CAPEX, que ce soit dans de l'humain ou des machines, et quand est-ce que je le dois faire, à quel endroit dans mon entreprise, dans mon organisation. Et ça, c'est l'optimisation sous contrainte pour arriver à répondre à sa question. Et pour moi, le prédictif, c'est ça avant tout. C'est pas l'enjeu, il n'est pas de dire « je veux à 100% prévoir ce qui va se passer demain matin ». Prenez l'exemple de la météo, c'est absolument pas ce qu'ils cherchent à faire. D'ailleurs, ils se trompent tout le temps. Pourtant, leur modèle ne cesse pas d'évoluer. Le but, c'est de vous permettre de réduire votre incertitude par rapport au futur et d'adapter vos comportements par rapport à cette incertitude. Le prédictif, pour moi, de façon très simple, ça sert à ça. Ça vous va ? Dernière définition de l'IA, et celle-là, vous la connaissez tous parce qu'on est baigné dedans depuis quelques années, c'est l'IA générative. La génération, on n'est plus dans de la prescription, on n'est plus dans du descriptif, on est dans de la génération de contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement quand on est côté industriel ? La première chose, et pour moi, à mon avis, c'est le gisement de valeur le plus important, c'est que ça rend le savoir-faire et l'expertise accessible à chacun, à tout moment, n'importe où. Donc la promesse de valeur de l'IA générative, c'est de démocratiser l'expertise et le savoir-faire et de vous le rendre accessible partout. Et ça, comment ? En faisant de la lecture en langage naturel de vos questions. Donc on ne passe plus par des experts, on ne passe plus par des rapports, par des questionnements compliqués. Et la deuxième chose, l'IA vous répond dans le même langage que vous avez émis au départ. Et donc c'est cette proximité qui donne le premier niveau d'accessibilité à la connaissance. Le deuxième fondamental de cette IA générative, c'est qu'elle permet d'aller chercher de l'information dans des données qui sont par définition non structurées. Donc on récupère des informations d'un fournisseur, d'un client, de personnel, d'événements, ou d'acteurs tiers. On mélange tout ça et ça nous permet de répondre de façon plus éclairée à des questions avec des informations qui ne sont pas seulement celles que l'on maîtrise et que l'on possède. C'est ça le gap, et je dirais le levier de valeur et le plafond de verre que l'on arrive à briser aujourd'hui avec l'IA générative. Et si vous combinez l'IA générative avec la prescription et la prédiction, vous avez des modèles d'algorithmie, de pilotage de la performance industrielle qui sont aujourd'hui effarants et époustouflants. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la partie suivante de ma présentation. Les gisements de valeur, c'est important. Et si je prends l'exemple du transport, il y en a un paquet. La première chose, et c'est des choses très pragmatiques, c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure sur le prescriptif, on va essayer, et de la prédiction, on va essayer de prédire, d'être à l'heure, à temps pour faire soit une opération, soit pour livrer son colis ou livrer ses... C'est la première chose que fait l'IA. Et ça marche très bien. La deuxième chose que fait l'IA dans le monde du transport et de la logistique, c'est l'adéquation des charges et des capacités. On le voit à tous les niveaux. L'optimisation de la charge et des capacités, que ce soit sur les lignes d'assemblage, que ce soit sur les lignes de distribution, que ce soit entre les entrepôts, que ce soit entre les centres de distribution, c'est ce que fait l'IA très bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est capable d'agréger des données dans des espaces-temps qui sont supérieurs à ce que nous, on peut faire intellectuellement avec nos petits cerveaux. Donc elle ne fait pas des choses beaucoup plus sophistiquées que ce que l'on fait, simplement elle le fait à plus grande échelle, de façon plus rapide, et ça permet de prendre des décisions plus facilement. Donc ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas quelque chose d'hyper compliqué, ce n'est pas du rocket science comme on dit en anglais, mais c'est globalement ce que l'on voit aujourd'hui tous les jours dans cette industrie.
L'autre chose que l'on voit, c'est la fluidification. Si on peut anticiper ce qui se passe, si on peut prévoir des futurs hypothétiques, on est capable du coup d'améliorer la résilience d'une organisation et d'un service. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas à la recherche d'un optimum, on va aller sous contrainte entre les stocks, entre le temps de cycle, entre la compétitivité de votre offre. On va plutôt chercher à dire si je vais faire des simulations de mon organisation, de mes moyens industriels et de la répartition de mes activités sur mes moyens, avec un scénario à moins 20% d'activité, plus 10, plus 50%. Et je vais voir comment mon organisation de départ réagit par rapport à ça. Et en fonction de ça, on peut aller modifier son organisation. On travaille sur la résilience plutôt que l'optimisation. Et c'est ça le deuxième paradigme que l'IA dans la supply chain est en train d'instaurer, c'est que la performance industrielle, logistique, financière et commerciale de votre entreprise passe progressivement d'une optimisation des transactions ou de vos activités à une amélioration de la résilience. Et si je le dis avec d'autres mots, c'est la capacité de l'entreprise à réagir par rapport à des aléas à moindre coût. Et c'est ça qui permet de changer de paradigme et d'aller chercher une performance supérieure à ce que l'on avait dans les modèles de productivité des 20 à 30 dernières années. Tout le monde est avec moi encore? Ça va? J'ai deux exemples pour illustrer mes propos. Le premier, je l'adore. Pourquoi? C'est pas parce que c'est Michelin. C'est parce que la façon dont ils ont traité le problème de se dire tout simplement où est-ce que je dois investir dans mon groupe. Donc c'était avec le directeur industriel du groupe et le DSI qu'on a réfléchi ensemble sur ce sujet. La question était relativement simple au départ. C'était il faut qu'on fasse notre plan d'investissement à 5 ans et qu'on décide de ce que sera le futur de notre industrie. Sachant, rappelez-vous qu'à l'époque, le pneu au kilomètre était en train d'éclore chez Michelin. Ils avaient une capacité de production qui était relativement saturée. Ils avaient choisi, d'un point de vue stratégie produit, de garder des pneus de haute qualité à usure lente par rapport à de la pénétration du marché par notamment les concurrents asiatiques avec des pneus beaucoup moins chers à usure beaucoup plus rapide. Et donc l'enjeu a été de se dire comment je me développe à l'international en gardant mes fondamentaux produits, comment je redistribue mes capacités de production et de distribution sur le niveau mondial et surtout à quel rythme j'investis et quel est le risque que je prends. Donc plutôt de se faire de l'optimisation avec toutes ces contraintes, ils se sont dit on va faire l'inverse. On va passer notre temps à essayer de comprendre, et c'est ce que je vous ai mis au tout début, qui nous sommes. Et donc la première chose qu'ils ont faite, ils ont défini leur modèle, 8 niveaux de supply chain, du fournisseur au client du client, en passant par les opérations et les 2500 activités de la production d'un pneu. Donc on est allé relativement bas, et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont créé leur modèle, le modèle, alors certains appelleront ça un jumeau numérique, mais on entrera sur ces discussions un peu plus tard. L'enjeu n'était pas d'avoir quelque chose de parfait et d'extrêmement détaillé sur tout le fonctionnement de l'entreprise. L'enjeu était de comprendre comment l'entreprise réagit et de faire une représentation fidèle des évolutions par rapport aux fournisseurs, au développement du marché, donc les ventes, les croissances et les types de produits et le mix produit par source de production. Donc c'était ça le focus de modélisation que l'on a pris. Derrière, pas d'optimisation sous contrainte. On n'a pas perdu, entre guillemets, notre temps à faire ça, on a perdu notre temps à créer 80 000 scénarios. Pourquoi 80 000 scénarios? Je ne vous l'ai pas mis, donc je vous le dis. 80 000 scénarios, c'était de préparer et de simuler le futur. Donc l'enjeu, c'était de réfléchir et de demander à l'IA de préparer différents futurs possibles. Et une fois qu'on avait fait cette dizaine de milliers de scénarios, on a pu réfléchir à une dizaine de stratégies d'investissement et de développement de l'industrie, enfin du schéma industriel de Michelin. Donc 10 x 10, 100, et c'est comme ça qu'on arrive à peu près aux 100 000 scénarios. Ça a permis à la direction de quantifier sa décision d'investissement, puisque à chaque fois qu'on décidait d'investir à un endroit ou à un autre, de robotiser plutôt que de différencier, de paralléliser plutôt que de... il y a eu un certain nombre de débats, mais ça, je ne peux pas tout dire.
ça nous permettait de quantifier à l'aune des futurs et d'expliquer le manque à gagner ou les gains que cela générait ou la résilience par rapport aux aléas de volumétrie ou de risque de sourcing au niveau mondial pendant 30 ans. Et donc l'intérêt pour la direction, ça a été de mettre des chiffres sur l'incertitude. Et du coup, ça leur a permis de prendre des décisions et de valider cette stratégie d'investissement avec une certaine quantification, qu'elle soit juste ou non, ce n'était pas l'important. L'important, c'était d'avoir compris et d'avoir été capable de modéliser comment le groupe pourrait réagir à des situations futures et de voir quelles étaient les meilleures décisions d'investissement en amont. Et quand je parle d'investissement, ce n'est pas que de la machine, c'est aussi de l'humain, c'est aussi des compétences. Et c'était ça l'intérêt du projet. Et c'est pour ça que je vous le cite en premier, parce que ça a été pour moi un des vrais changements de paradigme et de mentalité sur comment piloter la performance future. Le deuxième sujet, voilà, ils sont là les scénarios. Désolé, je n'ai pas cliqué sur la zapette. Je vais essayer de me discipliner. Le deuxième sujet, la RATP, vous la connaissez, c'est l'opérateur des transports métropolitains à Paris. Ils avaient un sujet, c'est que leurs clients leur demandent à l'avance un plan contractuel de service. Donc pour l'ensemble des lignes, ils leur demandent sur l'horizon de la concession sur laquelle ils seront attribués, donc c'est un marché de concession, ils leur demandent de s'engager sur un niveau de service avec un certain nombre de fréquences pour chacune des lignes en fonction de projection du nombre de voyageurs qu'on va avoir. C'est un engagement contractuel ferme et il y a des pénalités financières qui sont mises pour tout changement de plan à court terme. Donc plus on change le plan sur le court terme, plus la RATP paye à son client des pénalités. Et donc là, l'enjeu, la question était de se dire comment je fais un plan économiquement viable pour avoir une offre compétitive pour renouveler ma concession. Première chose. Deuxièmement, comment je minimise mon risque de pénalité. Et troisièmement, et c'est ça le sujet qui avait été intéressant, c'est comment j'augmente la satisfaction client. Pourquoi c'était au cœur des négociations? C'est comme on parle d'investissement et de compétitivité de l'offre, il faut mettre un arbitre, un juge de paix. Et l'enjeu de cette simulation et du rôle de l'IA a été de modéliser la satisfaction client et de pouvoir après permettre un dialogue avec le client pour pouvoir négocier au mieux cette offre et le renouvellement de la concession. Qu'est-ce qu'était cette satisfaction client dans ce cadre-là? En fait, ça a été tout simple, mais je voulais vous citer l'exemple pour une raison, c'est pour vous illustrer ce que veut dire penser data et penser IA dans la résolution de problèmes. On est loin de la modernisation des systèmes d'information et on est loin de réfléchir au transactionnel du pilotage d'une ligne et de la supervision d'une ligne de métro. Là, on était sur se dire, ce qui est important, c'est d'être capable de se dire, en fonction de la fréquence des rames et de la taille des rames que l'on met, une simple, des longues, des courtes, etc. Est-ce qu'on rénove les rames? Est-ce qu'on en met avec des plus grandes capacités? Ou est-ce qu'on garde les vieilles rames qui coûtent moins cher à exploiter, mais qui sont plus petites et qui prennent moins de monde dedans, etc. Eh ben, on a défini un index de confort passager. On a juste pris la densité de population au mètre carré dans le transport. Et on a couplé cette projection-là avec des données exogènes à ce que le client de la RATP, donc Île-de-France Mobilité, avait donné, à savoir qu'au-delà des données de flux historiques de transport et les prévisions de demande de transport futur, on est allé chercher la croissance démographique, on est allé chercher le plan d'urbanisation de la région Île-de-France, on est allé chercher le planning de l'événementiel de la région Île-de-France pour pouvoir voir l'impact du tourisme sur les demandes de transport. On est allé chercher les plans de maintenance, etc. etc. Et ça a permis de faire les simulations en mettant en face cet indicateur et en montrant l'impact des décisions d'investissement et de la fréquence du métro sur la densité au mètre carré dans les rames. Et derrière, ça a été un levier de négociation dans le cadre de l'appel d'offres. Voilà comment on peut penser performance. Et voilà la raison pour laquelle je vous ai mis cet exemple. C'est pour vous dire que la performance industrielle dans le métier du transport va au-delà de la productivité. Et l'intérêt de l'IA, comme je vous l'ai déjà dit 2 fois maintenant, c'est le croisement des données et c'est d'aller chercher de la valeur cachée derrière la productivité. Et c'est ce qui fait pour moi la recette de cet engouement pour l'IA dans la supply chain.
Je voudrais aller un peu plus vite parce que comme on a démarré un peu en retard, Air France KLM, c'était un peu le même principe. Donc je vais aller directement à la conclusion. C'était la prévision des plans sur les aéroports à Paris. Et ils ont eu la même problématique, donc pour vous dire que ce n'est pas juste un cas isolé, que c'est une tendance générale. Et ils ont eu exactement le même raisonnement. Eux, la valeur cachée, ils l'ont trouvée sur la réduction des interconnexions, donc des correspondances entre vols, qui étaient trop courtes. Pourquoi? Parce qu'une correspondance trop courte, ça fait courir les gens, ça baisse le NPS, donc le Net Promoter Score des passagers, donc ils ne sont pas contents de voyager sur Air France. Ça ne fait pas une mauvaise pub pour l'aéroport. Et derrière, ça minimise le temps de chalandise des passagers dans les zones commerciales. Donc voilà pourquoi ce genre de levier était hyper important, parce qu'on tire après toute une pelote et une stratégie de développement du revenu au-delà de la performance même, de faire arriver un avion à l'heure. L'autre chose, c'était un autre levier que j'ai déjà exploité avec l'ONDA il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'était l'optimisation des portes d'embarquement, et pourquoi, et enfin en gros des parkings avions. Pourquoi c'est important? Pour deux raisons. Un, ça minimise le temps de déplacement des voyageurs, parce qu'il y a certaines portes qui sont plus près des endroits où on récupère les bagages. Et deux, ça permet de rééquilibrer l'usage de toutes les portes et de réduire l'usure du tarmac. Et qui dit usure de tarmac réduite, dit coût d'exploitation de la maintenance réduite, amélioration de la productivité. Donc là encore, l'intérêt de l'IA, c'est d'aller chercher des données très hétérogènes et d'ouvrir les sources de valeur au-delà du problème principal. Et c'est pour vous dire, pour moi, c'est ça la révolution de penser l'IA dans la supply chain, dans les transports, c'est de réfléchir à son problème initial, de se dire quelles sont les données dont j'ai besoin pour résoudre mon problème, et après, derrière, de regarder ces données et de se dire, avec toutes ces données, où est la source de valeur cachée que je n'exploite pas encore aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on fait des changements de business model, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on développe des entreprises avec une forte capacité de croissance. Si maintenant on regarde la logistique intrasite et les entrepôts, la gestion d'entrepôts, parce qu'il y en a quand même un paquet au Maroc, et j'ai trouvé que c'était important de faire un petit focus sur ce sujet-là. Il y a un vrai paradigme dans la gestion d'entrepôts, une véritable révolution qui est en train de s'opérer. C'est que l'entrepôt, maintenant, il est intelligent, il s'adapte, il anticipe et il s'optimise en temps réel. L'exemple que je trouve le plus saisissant, c'est Amazon. Alors, ce n'est pas parce que c'est Amazon, mais c'est le premier à l'avoir fait. Je vais vous l'expliquer en deux mots. La révolution, elle vient du fait que ce n'est plus l'opérateur qui amène les produits dans l'entrepôt et qui optimise son placement dans l'entrepôt, et puis après, au moment du picking, qui vient chercher le produit pour le préparer la livraison. Et derrière, avec tous les enjeux d'optimisation, de réduction des engorgements dans les allées, réduction du temps passé, enfin, et des kilomètres parcourus par les équipes de picking, eux, ils ont fait l'inverse. Ils se sont dit, on a regardé nos données et on s'est rendu compte d'une chose, le chaos est plus performant que l'optimisation de nos emplacements logistiques. Ils arrivaient à un moment, à une certitude qu'ils avaient qu'ils avaient atteint un plafond de verre d'optimisation. Et donc là, ils se sont dit, on va arrêter d'optimiser nos emplacements. Ce qu'on va optimiser, c'est tout le tour. Et c'est le produit qui vient aux personnes qui déchargent les camions. Donc, enfin, ce n'est pas le produit, c'est les racks qui viennent pour être remplis. Et après, ce sont ces mêmes racks qui vont aller pour le picking. Et au milieu, c'est orchestré par des AMR avec des algorithmes d'IA qui, en permanence, vont réduire les déplacements, etc., mais de façon complètement aléatoire par rapport aux situations du moment. Et ça, c'est ce qu'ils font. L'autre chose intéressante, vous pouvez voir qu'il y a du rouge en haut sur le premier écran. Là, ça, c'est pour de la préparation de livraison. L'IA, c'est pas seulement de la gestion de la donnée temporelle et de série, c'est aussi de l'exploitation de l'image. Et comme vous le voyez ici, il y a des petites caméras en fait sur le poste de travail qui permettent à l'opérateur d'être guidé sur les endroits où on ne recommande pas de mettre ce produit. Parce que probablement que le produit qu'il a en main, il est trop lourd pour être mis là-haut, ou il est trop grand pour les cellules qui sont là-haut, puisqu'elles sont un peu plus petites que les autres. Donc voilà un autre exemple d'utilisation de l'IA. Je vous le fais sur cet exemple-là, parce qu'encore une fois, je suis obligé de compacter un petit peu, j'en suis désolé.
Mais l'IA, retenez ceci, ce n'est pas que du traitement de la donnée quantitative, c'est le traitement du son, c'est le traitement de l'image, c'est le traitement de la vidéo, et c'est l'optimisation à travers toutes ces sources de données. Cet exemple, je le corrélerai, parce qu'il était très top-down, avec un exemple beaucoup plus bottom-up que j'affectionne beaucoup. Alors c'était Kering, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Et là, pourquoi je l'affectionne beaucoup, c'est parce que ça vient du terrain, ça vient des équipes opérationnelles des entrepôts. En fait, c'est les cellules d'amélioration continue de Black Belt, Green Belt qui ont lancé ça, et ils se sont dit, nous, aujourd'hui, notre job, c'est de réduire les gaspillages. Et donc, ils se sont dit, la première chose, quand on est sur la partie du picking, le gaspillage, c'est quoi? C'est l'espace vide dans les cartons. Ça, c'est la première chose. Parce que transporter du vide, ça ne sert à rien. Ça réduit la surface utile et le volume utile dans les chargements, etc. La deuxième raison pour laquelle ils ont lancé ce projet, c'est qu'ils se sont rendus compte que progressivement, le nombre de formats de cartons d'emballage qu'ils avaient grossissait tous les 6 mois, et ce, de façon exponentielle. Ils étaient arrivés à une 50aine de formats d'emballage pour leur production l'année où on a fait le projet. Donc l'enjeu, ça a été de modéliser le nombre de formats d'emballage optimum par rapport aux projections de mix produit à livrer sur les 5 années à venir, et de réduire le volume, en fait le vide qui serait capturé là-dedans, pour 2 raisons. 1, libérer de la place sur les zones de production, parce que plus on a de cartons qui sont à disposition quand on a 25 formats, que fait l'opérateur? L'opérateur, il optimise, il prend le premier carton qu'il a sous la main pour aller le plus vite. Et donc, paradoxalement, il est moins performant parce qu'il rajoute de l'air dans le carton, et lui, il optimise sa tâche. Par contre, la tâche suivante, qui est d'avoir le plus de produits dans un camion, elle est sous-optimisée. Donc, comme toujours, on optimise pour soi. L'optimisation transverse et collective est beaucoup plus difficile. Le partage de la donnée et l'exploitation de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur permet de répondre à ces vieux enjeux d'excellence opérationnelle que l'on connaît depuis 50, 60 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Kering. On a fait cela. Donc, on est parti de ces 23-25 familles de cartons. On a réduit 2 tiers, donc on a mis à la poubelle 2 tiers des formats. Et on a créé 1 tiers de nouveaux formats pour répondre aux nouvelles exigences de mix produit qui étaient anticipées dans le cadre des plans de prévision de vente. La deuxième chose, et ça c'était la beauté, c'est qu'une fois qu'on avait toutes ces données, les opérateurs qui étaient présents dans ces équipes d'amélioration, elles sont naturellement allées chercher les bénéfices suivants. Donc une fois qu'elles ont optimisé les produits dans les cartons, elles ont naturellement fait la suite, à savoir optimiser les cartons sur la palette. Donc on a rempli les palettes de façon beaucoup plus homogène, le gerbage était meilleur. On a aussi pu mettre des colis plus lourds les uns sur les autres parce qu'on maîtrisait le poids des colis. Donc c'était le deuxième avantage. Et après, ils sont allés faire l'optimisation du chargement des palettes dans les camions. L'enjeu, ce n'était pas de remplir plus, parce que là, une fois qu'on a mis le nombre de palettes, c'était relativement facile à faire. L'enjeu, c'était de prévoir les livraisons partielles et le rechargement partiel au milieu des tournées pour créer de la résilience dans les tournées. Parce que quand il y en avait des problèmes de livraison, comme ils chargeaient tous leurs camions de façon maximale, ils n'avaient aucune résilience aux aléas de livraison, et donc ça dégradait le taux de service. Donc le fait de faire cette optimisation du chargement leur a permis de créer une résilience et de laisser des espaces vides dans le camion pour optimiser les livraisons partielles et les rechargements partiels. Donc voilà comment ils ont repensé aussi, encore une fois, l'efficacité différemment grâce à ces systèmes d'IA. Sur les aéroports, alors on a parlé beaucoup des ports ce matin, donc je me suis dit qu'il fallait en parler un petit peu aujourd'hui. On a quand même des choses qui sont très belles qui se passent aujourd'hui. Alors j'ai vu qu'il y avait un stand chez Merckx qui était présent aujourd'hui, donc ça tombe bien parce qu'ils ont fait des très belles choses. Donc l'IA, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui, c'est en production de façon industrialisée. Mais il n'y a pas que Merckx qui le fait, CMA, CGM le fait, genre d'autres logisticiens de grande envergure le font également. C'est l'optimisation des routes maritimes. Donc ils ont fait du calcul sur la base des routes existantes par rapport aussi à leur schéma de livraison futur. Ils ont la visibilité sur l'ensemble des cargos et des containers. Ça leur permet, de réduire les kilomètres parcourus, la consommation de carburant. Donc toutes les politiques de verdissement de la flotte passent par ce levier-là, notamment sur la réduction des
des émissions de CO2. Et l'autre intérêt, et Merckx l'a fait relativement tôt, ça a été d'avoir des simulateurs pour pouvoir anticiper, non pas les retards des containers, mais surtout de se dire, à partir du moment où un container est en retard pour une raison ou pour une autre, comment je peux réduire le temps pour le remettre à temps à mon client. Donc comment je peux le dérouter de son schéma de transport initial pour pouvoir minimiser l'impact sur le client final à la fin. Et donc là, je reviens sur ce que faisait Kering au niveau du transport terrestre, et eux ont développé cette fluidité intercargo et interport pour les livraisons de bout en bout. Et ça a été aussi, là aussi, une source de valeur un peu cachée. Et encore une fois, on voit que la recherche d'optimal n'est pas le Graal en termes de performance, c'est la résilience qui aujourd'hui prévaut. La maintenance, pourquoi je vous en parle? Et volontairement, je vous ai mis un exemple qui n'a rien à voir avec l'industrie du transport. Cet exemple, voilà, je vous le mets, comme ça vous avez le temps de le lire. Je l'ai pris chez un électricien. Alors pourquoi je vous parle de la maintenance? Parce que la performance de la logistique, on est quand même dans une industrie où il y a beaucoup d'équipements industriels, et donc cette performance, elle est aussi basée sur la capacité d'avoir un taux d'utilisation maîtrisé des actifs industriels. Et donc, qui dit maîtrise des actifs industriels, dit plan de maintenance, préventif, prédictif, optimisation de la maintenance entre les investissements futurs, le taux d'indisponibilité, le temps d'arrêt des machines, etc. etc. La raison pour laquelle je vous ai mis Enedis ici, c'est pour vous raconter comment, encore une fois, penser data, ce n'est pas penser la façon dont on travaille aujourd'hui, mais c'est repenser la façon dont on travaille. Un exemple sur les lignes à haute tension. Il y a beaucoup de lignes à haute tension en France, et je pense ici aussi, qui sont encore aériennes. Ce qu'ils se sont aperçus, il y a eu un petit groupe de gens qui ont cherché à exploiter les données de supervision du réseau électrique pour capturer, déterminer l'empreinte du bruit des feuillages des arbres sur les lignes électriques. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont fait un rapide calcul économique. Ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer une société d'élagage pour couper les arbres plutôt que d'attendre que la ligne tombe par un coup de vent trop fort et une pression trop forte sur les câbles, et après de devoir retirer un nouveau câble entre les deux pylônes, qui gêne le temps de déplacement plus le temps d'intervention. On a un arrêt réel de la distribution d'électricité. Donc typiquement, voilà comment penser data et utiliser l'IA pour améliorer la performance permet de décaler ce que l'on fait, de proposer de nouveaux services, de nouvelles sources de valeur pour soi, en interne dans l'entreprise, mais aussi pour, dans ce cadre-là, les collectivités en tant que clients. Donc voilà pourquoi je voulais vous montrer cet exemple. C'est que l'exploitation de la donnée et la compréhension du vivant, donc la compréhension de leur environnement, leur a permis de penser décalé. Donc tout est parti de l'exploitation de la donnée et de comprendre ce qu'est leur donnée. Et comment on arrive à trouver le bruit des arbres sur le réseau électrique, c'est pas juste la personne qui fait de la supervision du réseau de transport dans sa tour de contrôle qui est capable de le faire, c'est pas juste le personnel qui intervient sur les lignes et qui fait les réparations, c'est le fait d'avoir mis ensemble ces deux personnes avec un data scientist qui, sur la base de ce qui s'est changé en langage métier, a été capable de dire, eh ben voilà, moi je vais te simuler les bruits et je vais être capable d'identifier dans la supervision l'endroit où ces bruits correspondent vraiment à des feuillages qui touchent les lignes. Donc c'est le message important pour moi, c'est quand on met de l'IA dans la supply chain, ce n'est pas un sujet de technologie d'abord, c'est surtout le croisement des données, mais donc quelque part le croisement des expertises et des personnes. Donc un projet IA réussi, c'est aussi la capacité de fédérer les gens autour de ces problématiques de façon très large, au-delà de la performance individuelle de chaque organisation. L'IA, je vous ai beaucoup parlé de data, je voulais aussi vous dire que c'est de la vidéo, que c'est du son, que c'est des photos, et j'ai pris l'exemple là de Spot de Boston Robotics. Alors aux États-Unis, on le voit souvent, c'est Continental qui a développé ça pour faire de la livraison en zone de distribution urbaine dense. Donc ils ont déjà les systèmes de camions autonomes, et après le camion ouvre les portes et les robots sortent. Donc ces mêmes chiens sortent avec sur le dos un petit paquet.
Et le chien rentre dans les étages des buildings pour aller livrer et faire signer le récépissé. L'intérêt du chien, c'est qu'il est capable de répondre à un standardiste qui lui demande où est-ce qu'il va et d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur et de monter dans les ascenseurs. Ici, ce n'est pas du tout le même cas d'usage. Ça a été un truc beaucoup plus basique, c'est l'exploitation de l'image et de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, dans le cas des rames de métro, en fait, le soir, la rame va au hangar et le lendemain matin, elle doit repartir. On a fait tourner un chien et l'enjeu, ça a été il a fait la tournée d'inspection qualité de tous les soirs des équipes de maintenance. Du coup, les équipes, plutôt que de faire ces inspections qui sont gourmandes en temps, elles peuvent se concentrer sur les interventions de maintenance. Et du coup, ça permet d'optimiser le travail de nuit, mais aussi de garantir un taux de service des rames de métro pour le lendemain matin. Et là, les robots, ils ont traité plus de 25 points de conformité dans leurs inspections. Donc on est quand même sur des inspections qui ne sont pas juste simples et simplistes. On est sur quelque chose qui commence à devenir industriellement, je dirais, raisonnable et intéressant. La deuxième chose que fait le robot, c'est qu'il est capable de qualifier la demande d'intervention de niveau 1, 2 ou 3. Le niveau 3 étant un niveau d'intervention qui demande un complément d'information par un expert avant d'engager la demande de réparation, puisqu'elle est beaucoup plus importante. Et donc là encore, l'humain est important dans la chaîne, puisqu'on ne peut pas tout automatiser. Il y a un moment, il faut aussi savoir utiliser l'IA comme un accélérateur de prise de décision, mais pas pour remplacer la prise de décision. Donc voilà ce que je voulais dire. L'autre exemple, c'est Daher qui a utilisé des petites caméras pour optimiser le placement et l'inventaire en ligne. Donc à chaque fois qu'on arrivait pour faire du placement et de la récupération d'objets dans les rayonnages, l'IA avec la caméra venait compter le nombre de produits, venait détecter les espaces qui étaient disponibles autour, et ce qui permettait d'utiliser un deuxième algorithme après d'optimisation des espaces dans le WMS. Donc voilà des exemples. J'en avais un autre avec Renault, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Ils ont mis des micros autour de leur ligne de fabrication pour étudier le bruit des moteurs et le bruit des opérateurs et de détecter des variations et des problèmes par rapport au changement de fréquence et de bruit. Et donc, ils font de la supervision de production par l'analyse du bruit et non pas de l'analyse de vidéo et autres. Et ça, c'est un projet qui a fonctionné qui a été lancé il y a 1 an et demi, et ça fait, je crois, il y a 2 ou 3 usines de Renault aujourd'hui qui l'utilisent de façon industrielle. L'IA générative, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas en parler. Il y a 3 zones, 3 endroits où vous la trouvez aujourd'hui autour de vous. Le premier, c'est tout ce qui est l'IA générative classique, que vous avez les ChatGPT & Co, et puis leur version dédiée à vos problématiques, donc qui sont des projets d'IA générative qui sont faits en entreprise par rapport à un problème spécifique que vous avez défini, et vous lancez une équipe projet. Les thématiques en général sont toutes les mêmes. C'est de la gestion documentaire, c'est de l'exploitation de documents, c'est du guidage pas à pas de la résolution de problèmes, c'est de la création de contenu technique, c'est de la création de livrets de formation elle-même, etc. La différence entre les deux sources d'IA, qu'elles soient internes ou généralistes, c'est l'impact et le degré de sophistication du résultat. Si vous prenez des Secure GPT and the like, elles vous font la même chose que les autres. Par contre, elles ont un niveau de contextualisation à votre métier qui est beaucoup plus faible. Je vais prendre un exemple. Alors désolé, c'est dans l'aéronautique, c'est mon industrie de prédilection. Une aube de turbine, il faut entraîner l'IA à lui expliquer que l'aube de turbine qui est l'arête sur les pales d'un réacteur, ce n'est pas l'aube du matin. Donc ça a l'air tout bête, mais l'IA générative, avec son corpus généraliste, ne connaît pas cette différence. Si vous rentrez dans la supply chain, et notamment dans le transport international, la problématique, elle est moins sur le vocable technique, elle est plus sur le champ lexical légal, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'instructions ou d'actions qu'elle peut recommander ont des impacts parfois sociaux, sociétaux ou légaux dont l'IA générative n'a absolument aucune conscience. Et donc c'est dangereux de la laisser vous prédire ou de vous faire faire des choses sans avoir un contre-pouvoir humain.
et une prise de recul quant au risque que vous faites courir à votre employé à faire certaines choses ou au risque que vous faites courir à votre société à faire ou à ne pas faire des choses vis-à-vis de la collectivité. Et donc ça, c'est la différence majeure entre ces deux types d'IA. Le troisième type d'IA générative, c'est celui qui se trouve de plus en plus dans vos systèmes d'information. De plus en plus, l'IA générative s'invite dans vos ERP, dans vos MES, dans vos PLM, dans vos APS. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et là, je n'ai pas résisté à vous mettre un petit exemple. Imaginez, ce n'est plus de la science-fiction, vous pouvez aujourd'hui demander à votre système de planification, c'est l'exemple d'ici, dis-moi mon cher système, j'ai un problème, mon problème c'est, allez je vous prends le deuxième puisque je vous ai mis l'écran, identifie-moi les anomalies de prévision de ma demande, de mes forecasts, de façon à ce que je me concentre sur les problèmes et pas à revoir les 80% des prévisions que tu m'as faites automatiquement qui sont justes. Et donc là, le système lui a créé un rapport de façon ad hoc sur la base de ce prompt. Donc c'est un prompt, je vous l'ai écrit tel que je l'ai fait dans le système de cet éditeur. Il m'a fait un rapport from scratch, tout nouveau. Donc plutôt que de demander à la DSI de vous ouvrir un rapport qui met entre 2 mois, allez, entre 3 semaines pour les meilleurs en mode bêta et 2 mois pour arriver dans votre environnement de production, là vous l'avez en 3 minutes. Alors oui, ça fait 3 minutes de compute, mais derrière, vous avez un rapport où l'IA vous définit un niveau d'arborescence suffisamment fin pour que vous puissiez prendre vos décisions, des colonnes avec toutes les informations qu'elle juge nécessaires par rapport à votre problématique. Et la dernière chose, c'est ce que j'ai mis en rond à droite. Elle définit elle-même des règles de qualification de votre problème et elle a inventé une classification et des labels pour pouvoir vous dire quelles sont la nature des écarts. Nulle part dans mon prompt, j'ai demandé si c'est des écarts de prix, de temps, de qualité et autres. Là, elle me les a définis toute seule pour m'aider à prendre la décision. Et ça, c'est disponible chez l'éditeur, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai testé il y a 2 semaines. Et c'est vrai dans les ERP, dans tous les autres systèmes. Petit à petit, l'IA générative s'invite dans vos systèmes d'information et va devenir votre assistant de plus en plus fréquent, invisible, mais omniprésent. Alors vous allez me dire, c'est beau tout ça Laurent, c'est super, tu nous as fait rêver avec tes grands projets, mais nous on est une petite société et on n'a pas les moyens de faire ce qu'a fait Amazon, etc. Et ben moi ce que je peux vous dire, et je prends l'exemple de cette société-là, c'est une PME de 50 personnes, c'est l'année dernière, 2025, et ils ont créé un agent sur leur TMS pour créer leur bon de transport de façon semi-automatique. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient garder la maîtrise, parce que l'IA c'est nouveau pour eux. Et en quelques mois, ils ont industrialisé ça sur leur site principal. Ça a super bien marché, ils étaient très contents, ils l'ont fait tout seuls. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, c'est que maintenant la direction financière est conquise et elle veut lancer la même chose sur la compta et le rapprochement des factures fournisseurs et des litiges clients. Et ils veulent lancer un chantier un peu plus ambitieux sur les prévisions de vente. Donc voilà. L'IA, mon message, c'est que ce n'est pas juste un investissement colossal sur des grands programmes de transformation, ça peut commencer et ça doit commencer par des ancrages terrain opérationnels. Sinon, vous allez partir sur des problématiques, moi ce que j'appelle du purgatoire du proof of concept. L'enfer étant pavé de bonnes intentions, vous allez créer des proof of concept magnifiques, vous en allez en avoir des centaines, mais à la fin, rien ne va sortir de façon industrialisée. Et donc tout ça pour ça, mon message principal, c'est de vous dire, il faut mobiliser... Alors, pardon, je reviens sur mon message. Mon message, puisque je vous l'ai fait maintenant, c'est de vous dire, si vous voulez que ça fonctionne, il faut que votre IA, elle soit ancrée sur vos problématiques métiers. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous pensez ancrage métier, il faut que vous réfléchissiez tout de suite aux conditions d'industrialisation. Donc, impliquez les gens qui vont vous aider à passer d'une expérimentation innovante, transformante, à quelque chose qui sera utilisé de façon robuste par vous et les autres. Pourquoi? Parce que la valeur va venir d'une utilisation de plus en plus large, d'autant plus dans votre industrie où vous n'êtes pas seul sur votre marché, parce que la chaîne de valeur du transport et de la logistique, c'est une multiplicité d'acteurs qui va demander à partager des données entre acteurs, ce qui est quand même assez spécifique à votre industrie et qui rend aussi une complexité supplémentaire. Mais si on ne le fait pas, d'autant plus dans votre industrie, en pensant à l'industrialisation, ça ne décollera pas.
et on va investir, et il y aura 0 retour sur investissement. Maintenant, si je reviens sur un projet d'IA, comme je vous l'ai dit, c'est un projet de métier, mais il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à mettre en place et à sécuriser. La première, c'est la gestion de la donnée. On ne peut pas démarrer un projet d'IA si les données n'ont pas un niveau de qualité acceptable. Acceptable ne veut pas dire parfait. Si vous attendez de mettre en qualité toutes les données de votre entreprise, on y est dans 10 ans. L'important, c'est de se dire, par rapport à mon problème, je liste mes données, je regarde la qualité de la donnée. Avec mes premières simulations, je me rends bien compte puisque l'enjeu, c'est de faire une simulation sur une chose qui s'est passée dans le passé pour vérifier si ça a du sens ou pas. Eh ben, on va tout de suite voir si la donnée est de qualité suffisante pour prendre une décision qui, dans le passé, s'est avérée être une bonne décision. Donc l'enjeu, c'est de se dire, je mets en qualité mes données par rapport à mon périmètre, mais je le fais de façon à ce que la prise de décision sur laquelle l'IA m'aide puisse être bonne. Donc la surqualité, c'est ce qui empêche les gens d'avancer. Mais mon message, il est quand même de dire, c'est un prérequis. La deuxième chose, c'est les compétences. Alors c'est un thème bateau, mais quand on parle de projets d'IA dans les industries comme la vôtre, l'important, c'est d'avoir des équipes avec des gens du métier, des gens de l'IT qui ont connaissance de vos systèmes d'information, mais des gens qui sont plutôt orientés data, parce que les gens orientés données, ils sont entre les métiers et l'IT, et eux, ils sont sur la capacité de comprendre à quoi sert la donnée, d'où elle vient, quel est son sens, et c'est ni un métier complètement, ni un responsable informatique qui a une vue système, c'est encore une population à part qui est en train d'émerger, et donc l'approche donnée est importante. Et la dernière des choses, il faut pour moi, ah mince, pardon, c'est moi qui... Je me suis trompé de bouton. Ça revient pas. Ça va revenir. Donc je vous ai parlé des données, je vous ai parlé des compétences. Ce qui est important pour ça. Merci. Les infrastructures, comme on est dans un univers très partagé, il y a vos systèmes d'information, mais il y a aussi celles des acteurs en amont et en aval de vos activités. Donc l'interopérabilité des systèmes est un sujet hyper important si vous voulez mettre en place des solutions qui s'industrialisent. Et le dernier sujet pour moi, c'est le leadership. Dans ces projets, on pense expérimentation, mais il faut tout de suite donner un cap et penser à l'industrialisation, c'est ce que je vous disais. Donc l'ancrage du leadership, ce n'est pas juste un sponsor pour obtenir un budget, c'est la capacité à se projeter et en faire un outil de tous les jours. Encore une fois, un outil d'IA qui est impactant et qui délivre des bénéfices pour votre société, c'est un outil que vous utilisez et que vos collègues utilisent. Sinon, ça reste un démonstrateur technologique et ça n'a aucune plus-value dans l'entreprise. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Le passage à l'échelle, je vous l'ai fait, je ne vais pas vous le refaire. La seule chose en plus, c'est que si on ne pense pas cybersécurité et réglementaire dès le début, vous ne passerez pas à l'échelle. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire un projet IA sans avoir connaissance du réglementaire, que ce soit sur le RGPD, que ce soit sur l'IA Act, que ce soit sur l'IA responsable, l'utilisation des ressources, etc. Et sur les problématiques cyber. Ça, ce sont des compétences que l'on doit mettre dans le projet dès le début, parce que ça prend du temps de monter en maturité sur ces problématiques. On est rarement exposé à ces problèmes-là en tant qu'opérationnel, mais il va falloir y répondre avec les gens, les sachants, que ce soit au niveau de la DSI, que ce soit au niveau de la cyber, parce qu'on ne peut pas mettre de solution IA sans en avoir la maîtrise des risques. D'autant plus s'il y a de l'IA générative. Donc derrière cette notion de conformité et de sécurité, il y a aussi une notion de gouvernance qui est à mettre en place et qui est importante. Volontairement, j'en parlerai pas plus parce qu'il y a une superbe table ronde juste après qui sera sur ces sujets-là. Et donc je voulais juste vous faire un petit teaser parce que nous avons des experts qui sauront beaucoup mieux en parler que moi et je leur laisserai la primeur de dévoiler les sujets plus en profondeur. Le Maroc,
moi, quand je vois tout ce que j'ai vu ces 2 derniers jours et puis depuis que, ça fait quoi? Allez, 3-4 ans que je travaille un peu plus avec vous maintenant et que du coup j'ai la chance de faire ces allers-retours depuis la France. Je vois un terreau et une conjonction de facteurs qui fait que ça ne peut que décoller aujourd'hui. Et je pense qu'il faille accélérer les efforts qui ont été lancés aujourd'hui. La première chose, c'est une ambition logistique et industrielle forte. Quand on regarde les chiffres, le nombre, alors je crois qu'il y a plus de 500 000 camions de transport international routier qui passent par Tangemed. Quand on regarde ce que ça veut dire, rien que ce chiffre, ça veut dire que le travail d'optimisation dont je parlais, de schéma de transport, d'alignement des problématiques intermodales au niveau des ports, parce que je vous parlais des 500 000 camions, mais je peux vous parler des 1300 cargos de plus de 290 ou 300 mètres, je ne sais plus quelle est la limite des super cargos. Il y en a à peu près 1300 qui débarquent aussi à Tanger. Donc quand on met ces deux chiffres l'un à côté de l'autre, l'orchestration de ces écosystèmes indépendants est un facteur clé de la compétitivité du hub marocain. Et c'est aussi un facteur de compétitivité de tous les industriels qui utilisent ce hub pour exporter. Donc regardez les données d'exportation dont on a parlé ce matin. La supply chain est un levier de performance du développement de l'économie marocaine. Et pour moi, c'est un terreau ultra favorable. Et pourquoi il est favorable? Il l'est d'autant plus que vous êtes conscient de ces enjeux de compétitivité, mais aussi c'est que vous avez défini déjà vos cas d'usage. On voit que vous êtes sur les sujets. Alors, je ne vais pas reprendre Portnet, mais on voit que les sociétés en parlent. On voit que l'organisation intermodale est en train de se mettre en place. L'AMDL, oui, c'est ça. L'AMDL a des projets de plateforme logistique multi-services que je trouve hyper intéressantes. Que ce soit du côté de Casablanca, Fès de mémoire, il y avait Agadir, je crois aussi. C'est très intéressant. Et en fait, si on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, ça va être la synchronisation intermodale. Ça va être aussi la capacité de planifier à la fois les objets qui arrivent, les moyens de manutention, les compétences, les personnels et de gérer les aléas de charge, de gérer les retards. Donc l'IA dont je vous ai parlé jusqu'alors, elle sera directement applicable dans ces centres névralgiques logistiques. Pareil pour les entrepôts. Donc on n'est pas juste sur les plateformes logistiques, c'est traduisible aussi dans chacune de vos entreprises. Mais vous allez me dire, bien sûr, tout n'est pas rose, il y a des obstacles. Mais quand on les regarde, ces obstacles, pour moi, il n'y a rien d'infranchissable pour deux raisons. La première, vous allez me dire, on n'est pas tous matures. Ce que j'ai entendu dans les couloirs aujourd'hui et que j'avais entendu dans d'autres réunions, le Maroc souffre encore d'une certaine fracture entre les entreprises d'une certaine taille qui vont à une vitesse plutôt forte et qui investissent beaucoup dans l'IA et la réalité du tissu économique de plus petites entreprises, plutôt de taille PME, qui elles ont du mal à rentrer là-dedans. Quand je regarde les annonces du ministère aujourd'hui qui promeut l'accélération de l'aide aux PME et aux ETI, on sent que le fléchage de vos dirigeants aujourd'hui va dans ce sens. Donc la fracture, pour moi, n'est pas un sujet. Le deuxième, la qualité des données. Oui, c'est important, mais je dirais que l'intérêt des projets IA, c'est que ça vous force à mettre en qualité les données. Personne n'a envie d'aller faire le ménage, ni de ranger les placards si on ne l'utilise pas. Donc l'intérêt d'un projet IA, c'est que ça vous donne une bonne raison et un bon retour sur investissement pour mettre en qualité vos données. Donc pour moi, c'est un mal nécessaire et il est important. Et la dernière chose, les compétences, quand on voit aussi l'effort que vous mettez dans le développement de vos centres de formation, des écoles et au niveau des filières, des plans de formation à long terme, je pense qu'également ça va dans le bon sens. Pour moi, il n'y a pas... oui, il y a des obstacles, mais ils ne sont pas infranchissables. Et voilà, donc je vais juste aller un peu... Pardon, je me trompe de côté. Je me disais, le dernier point, et je m'arrêterai là, on a parlé un peu de cybersécurité et de résilience. Je pense que c'est un sujet qu'on peut voir comme le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Je dirais que c'est la rançon de la performance, ou c'est le coût de la performance de la supply chain. Une supply chain intelligente, efficace, est une supply chain par nature qui est exposée, connectée
en temps réel à des multiples parties et à des détenteurs d'informations qui ne sont pas chez vous, dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc si vous couplez ça avec donc, les données, les partenaires, les systèmes d'information et les infrastructures, ainsi que les échanges de documents qui sont parfois confidentiels, vous exposez vos prises de décision et vous exposez votre chaîne d'information. Mais par contre, c'est le coût de cette performance dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc pour moi, la cybersécurité est un levier de performance à ce titre. Et c'était la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'elle doit être by design pris en considération dans vos projets et non pas être vue comme une contrainte réglementaire que l'on adresse à la fin du projet, au moment où on doit passer en production et généraliser. Ça doit être pris comme un facteur compétitif et un avantage compétitif dans une filière, soit au niveau de la filière, soit au niveau de l'entreprise. Et voilà, donc ça c'était pour moi ma conclusion, c'est que pas de performance durable sans confiance numérique et sans souveraineté numérique. Je vous remercie, désolé d'avoir été un peu rapide, mais si Ali, je parle sous votre contrôle, il est 16 h, si vous voulez poser quelques questions, je vous donne, on se donne quoi, 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Pas de questions? Merci à vous. Pas tarder à démarrer, veuillez prendre place. Merci.